Le 7 décembre 1941, l'affrontement entre les États-Unis et le Japon restait, à Washington, une crise gérée par des décisions politiques et économiques, et non une guerre déclarée. Depuis plusieurs mois, l'administration de Franklin D. Roosevelt avait opté pour une stratégie de pression graduelle basée sur des sanctions, culminant pendant l'été par l'interruption presque totale des approvisionnements en pétrole vers le Japon. Cette mesure n'avait pas été conçue comme un pas vers un conflit armé, mais comme un instrument destiné à forcer un réajustement stratégique, contenir l'expansion japonaise en Chine et en Asie du Sud-Est sans déclencher un affrontement direct avec une puissance industriellement supérieure. Dans ce cadre, le gouvernement américain supposait que Tokyo finirait par faire face à un choix difficile, mais rationnel, entre reculer diplomatiquement ou accepter un affrontement qu'il ne pourrait pas soutenir à moyen terme. Ce raisonnement n'était pas dénué de fondement. Le Japon dépendait des importations pour soutenir son économie et sa machine militaire, et l'embargo le privait d'environ 80% de sa consommation de pétrole. Les réserves stratégiques pouvaient soutenir des opérations pendant un temps limité, mais pas une guerre prolongée contre un adversaire capable de multiplier sa production navale et aérienne année après année. Depuis Washington, l'embargo était considéré comme un instrument de pression réversible, un avertissement sévère laissant la porte ouverte à la négociation. De son côté, Tokyo l'interpréta comme une sentence. Le commandement militaire japonais ne le considéra pas comme une invitation à transiger, mais comme la confirmation que la marge de manœuvre était close. Si le Japon acceptait les conditions américaines, il devait renoncer non seulement à ses récentes conquêtes, mais aussi au projet impérial qui justifiait la domination militaire intérieure depuis une décennie. Cette divergence de perception explique pourquoi les deux gouvernements se dirigèrent vers la guerre sans partager une compréhension commune du risque. Alors qu'à Washington, on supposait que le Japon porterait son premier coup contre des objectifs coloniaux britanniques ou néerlandais, assurant des ressources en Asie du Sud-Est avant de risquer un affrontement direct avec les États-Unis, à Tokyo, une décision différente avait été prise. Pour le haut commandement japonais, l'offensive vers le sud n'était viable que si la capacité américaine d'interférer depuis Hawaï était neutralisée au préalable. Pearl Harbor n'était pas un objectif secondaire ni un geste symbolique, c'était l'axe qui devait garantir la liberté d'action pendant les premiers mois de la guerre. La sous-estimation américaine ne fut pas le fruit de la négligence, mais d'une lecture stratégique basée sur des précédents. Jusqu'en 1941, aucune puissance n'avait démontré de manière concluante qu'une force aéronavale pouvait projeter un pouvoir offensif décisif à des milliers de kilomètres de ses bases sans être détectée. Les porte-avions étaient reconnus comme des outils importants, mais ils coexistaient encore avec une doctrine qui continuait à accorder une place centrale aux cuirassés, comme instrument décisif du combat naval. L'attaque britannique contre la flotte italienne à Tarente, en novembre 1940, avait montré le potentiel de l'attaque aérienne contre des navires ancrés. Mais de nombreux planificateurs américains la considéraient comme une exception favorisée par des circonstances particulières, et non comme un modèle réplicable à l'échelle océanique. Pour la marine impériale japonaise, en revanche, Tarente confirma une intuition qui se développait depuis des années. Depuis le début des années 1930, certains secteurs de l'aviation navale japonaise soutenaient que le porte-avions ne devait pas être un auxiliaire de la flotte de bataille, mais une arme stratégique indépendante. Isoroku Yamamoto, nommé commandant en chef de la flotte combinée en 1939, fut le principal architecte de cette vision. Ce n'était pas un idéologue téméraire ni un croyant naïf dans la victoire facile. Au contraire, ayant vécu aux États-Unis, il connaissait sa capacité industrielle et avait averti à plusieurs reprises qu'une guerre prolongée conduirait au désastre japonais. C'est précisément pour cela que, lorsque la décision politique de guerre devint irréversible, Yamamoto insista sur le fait que le premier coup devait être dévastateur et acheter du temps, même si ce n'était que du temps. L'opération Z fut le résultat de ce raisonnement. Il ne s'agissait pas de vaincre les États-Unis, mais de paralyser sa flotte du Pacifique le temps nécessaire pour que le Japon assure un périmètre défensif, riche en ressources et difficile à pénétrer. Pour exécuter un plan d'une telle envergure, Yamamoto exigea un niveau de secret et de préparation exceptionnel. Depuis le printemps 1941, son état-major collecta des informations détaillées sur Pearl Harbor, profondeur du port, disposition des mouillages, horaires d'activité, défenses antiaériennes et routine de la flotte.
Le problème technique de lancer des torpilles dans des eaux peu profondes fut résolu grâce à des modifications spécifiques permettant aux projectiles de se stabiliser après l'impact initial sans se fixer au fond. L'espionnage à Hawaï fut systématique et constant. Sous couverture diplomatique, un officier naval japonais transmit pendant des mois des rapports précis sur la présence de navires et les conditions du port. Ces informations ne circulèrent pas largement. Le nombre d'officiers connaissant l'objectif réel de l'attaque fut délibérément réduit jusqu'aux dernières étapes de la planification. Même au sein de la flotte, de nombreux équipages ne connaissaient leur destination que quelques jours avant le départ. La compartimentation était telle qu'une demande allemande d'informations techniques sur Pearl Harbor, transmise par l'attaché naval à Tokyo, faillit compromettre l'opération lorsqu'elle fut détectée par les services de renseignement alliés. L'épisode se dissipa dans la bureaucratie, interprété comme une curiosité technique sans conséquences immédiates. Paradoxalement, tandis que le Japon sécurisait sa planification opérationnelle, il ignorait une vulnérabilité cruciale. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient réussi à déchiffrer une grande partie du trafic diplomatique japonais, ce qui permettait de suivre presque en temps réel la dégradation des négociations. Washington savait que la rupture était imminente, mais ne disposait pas d'informations concrètes sur les plans militaires. Les codes navals japonais restaient largement opaques et le renseignement disponible pointait vers le sud-est asiatique comme principal théâtre d'opération. Même lorsque, dans la nuit du 6 décembre, le message japonais mettant fin aux négociations fut décrypté, il n'y avait pas d'indication claire sur l'endroit où tomberait le premier coup. À Oahu, le matin du 7 décembre, la journée se déroulait normalement lorsque, à 7h55, le ciel se remplit d'avions ennemis. La première vague japonaise attaqua avec une précision qui témoignait de mois d'entraînement. Alors que les torpilleurs se lançaient contre les cuirassés alignés dans le port, les bombardiers en piqué et les chasseurs attaquaient les aérodromes pour détruire l'aviation américaine au sol. La surprise fut totale. Les avions américains, regroupés pour prévenir les sabotages internes, furent des cibles faciles. Dans le port, les dégâts furent immédiats et dévastateurs. Navires coulés ou inutilisables, incendies incontrôlables et des centaines de morts en quelques minutes. Lorsque la deuxième vague acheva l'attaque, la flotte de bataille américaine du Pacifique avait été neutralisée. Du point de vue japonais, l'objectif immédiat était atteint. Du côté américain, le coup porté ne fut pas seulement matériel, mais psychologique. La guerre n'était plus une possibilité future. Elle était arrivée sans avertissement et sur le sol américain. La nouvelle de l'attaque parvint à Washington quelques heures plus tard, résumée dans un message qui éliminait toute marge d'interprétation. Air raid on Pearl Harbor. This is not a drill. Le secrétaire à la marine, Frank Knox, pensa initialement qu'il s'agissait des Philippines. L'idée d'un coup direct contre Hawaï restait difficile à assimiler même après l'événement. Lorsque la confirmation dissipa tout doute, Knox appela la Maison-Blanche. Franklin D. Roosevelt, informé alors qu'il se reposait après le déjeuner dominical, comprit immédiatement que la politique menée pendant les mois précédents était désormais annulée. L'attaque avait transformé une crise gérable en une guerre inévitable. Dans l'après-midi même, la Maison-Blanche devint le centre d'une activité frénétique. Des ordres furent donnés pour protéger les installations stratégiques, des protocoles de censure furent activés, les vols civils furent suspendus et le FBI fut mobilisé pour entamer les détentions préventives de citoyens japonais considérés comme des menaces potentielles. Au-delà des mesures immédiates, le changement fondamental était d'ordre politique. Roosevelt n'avait plus besoin de convaincre un Congrès divisé ni une opinion publique réticente. L'attaque avait fait ce travail pour lui. Cette nuit-là, il commença à rédiger le discours qu'il prononcerait le lendemain, choisissant délibérément un ton direct et accusatoire qui évitait toute complexité diplomatique. Il ne s'agissait pas d'expliquer les causes, mais de fixer les responsabilités. Le 8 décembre 1941, le Congrès déclara la guerre au Japon avec une rapidité presque unanime. Le discours présidentiel, centré sur l'idée de infamie, établit le cadre moral du conflit. Les États-Unis ne faisaient pas la guerre par ambition, mais en réponse à une agression perfide. Ce récit non seulement légitimait la mobilisation immédiate, mais scellait également le destin du débat interne. L'isolationnisme, qui avait limité pendant des années la politique étrangère américaine, fut politiquement annulé en quelques heures.
3 jours plus tard, lorsque l'Allemagne et l'Italie déclarèrent la guerre aux États-Unis, Roosevelt obtint sans résistance l'autorisation de mener une guerre mondiale. Pearl Harbor avait débloqué tous les freins. Au Japon, l'impact initial fut radicalement différent. La nouvelle de l'attaque fut accueillie avec une euphorie populaire et des célébrations publiques. La propagande présenta le coup comme une preuve de la supériorité technique et morale de la marine impériale, renforçant un récit selon lequel le Japon avait pris l'initiative historique face à des puissances décadentes. Dans ce climat, Isoroku Yamamoto se distingua par sa réserve. Lorsqu'il reçut la confirmation que la surprise avait été totale, il réagit avec satisfaction professionnelle, non avec enthousiasme. Dans des conversations privées, il exprima une préoccupation que peu partagèrent. L'attaque avait été impeccable du point de vue tactique, mais elle pouvait s'avérer désastreuse sur le plan stratégique. Yamamoto comprenait quelque chose que l'euphorie collective obscurcissait. Pearl Harbor n'avait pas détruit la capacité industrielle des États-Unis ni leur volonté politique. Au contraire, elle avait unifié une société jusque-là divisée sur la guerre. Le Japon avait gagné du temps, mais ce temps n'aurait de valeur que s'il était utilisé pour consolider un périmètre défensif capable de résister à une contre-offensive inévitable. Si cet objectif n'était pas atteint avant que la production américaine atteigne son potentiel maximal, le résultat final serait prévisible. Au cours des mois suivants, les événements semblèrent démentir ces craintes. Entre décembre 1941 et le printemps 1942, l'offensive japonaise progressa à une vitesse qui surprit même ses propres planificateurs. Hong Kong tomba à Noël. La Malaisie s'effondra en quelques semaines. Singapour, considérée comme une forteresse imprenable, capitula en février. Les Philippines résistèrent jusqu'en mai, et les Indes orientales néerlandaises tombèrent sous contrôle japonais après l'effondrement allié dans la mer de Java. En apparence, la stratégie avait fonctionné. Le Japon avait assuré des ressources vitales et établi un périmètre vaste. Mais cette chaîne de victoires cachait de profondes faiblesses. Le Japon manquait de la capacité logistique nécessaire pour soutenir un empire maritime de cette ampleur, et son industrie ne pouvait pas remplacer les pertes au rythme qu'imposerait une guerre prolongée. Plus grave encore, le succès initial renforça une prémisse erronée, celle que les États-Unis, confrontés à des défaites coûteuses, accepteraient de négocier une paix qui reconnaîtrait les conquêtes japonaises. Cette attente ignorait l'effet politique et psychologique de Pearl Harbor. L'attaque n'avait pas affaibli la détermination américaine, elle l'avait radicalisée. Aux États-Unis, le conflit prit rapidement un caractère différent de celui de la guerre en Europe. L'image de l'ennemi japonais ne fut pas seulement construite comme un adversaire militaire, mais comme une menace absolue. L'attaque surprise, suivie de nouvelles de défaites et de récits de brutalité contre des prisonniers, alimenta une perception de guerre existentielle. Cette construction eut des conséquences concrètes: l'internement des citoyens nippo-américains, l'acceptation publique des bombardements massifs contre des villes, et plus tard, la disposition à utiliser des armes de destruction sans précédent. Pearl Harbor avait transformé la guerre du Pacifique en une guerre sans concession. La figure de Yamamoto se retrouva piégée dans cette dynamique. Au Japon, il fut élevé au rang de symbole d'ingéniosité et d'audace. Aux États-Unis, il devint l'incarnation personnelle de l'attaque. Cette personnalisation aurait des effets pratiques. En 1943, le renseignement américain avait suffisamment progressé pour exploiter le trafic naval japonais. Lorsqu'un message détaillant l'itinéraire d'inspection de Yamamoto dans le Pacifique Sud fut intercepté, la décision d'organiser une mission spécifique pour l'éliminer combina calcul militaire et motivation symbolique. Abattre l'architecte de Pearl Harbor avait une valeur qui allait au-delà de l'impact opérationnel immédiat. L'opération fut exécutée en avril 1943. Des chasseurs américains interceptèrent l'avion de Yamamoto et le firent tomber au-dessus de la jungle de Bougainville. Sa mort fut célébrée aux États-Unis comme un acte de justice longtemps attendu. Au Japon, le haut commandement cacha la nouvelle pendant des semaines et organisa des funérailles d'État pour le présenter comme un héros tombé au combat. Cependant, son élimination ne modifia pas le cours de la guerre. À ce moment-là, l'initiative stratégique avait déjà commencé à se déplacer. Midway et Guadalcanal avaient prouvé que le Japon ne pouvait pas soutenir l'offensive et la machine industrielle américaine était en train de fonctionner à plein régime. Vu rétrospectivement, Pearl Harbor fut moins une victoire qu'une décision irréversible. Du point de vue japonais, l'attaque était cohérente.
Si la guerre était inévitable, il fallait frapper en premier. Du point de vue américain, c'était une agression qui exigeait une réponse totale. Le choc entre ces deux interprétations, c'est là le caractère du conflit. La guerre du Pacifique ne serait pas une dispute limitée par des intérêts négociables, mais une confrontation qui ne prendrait fin qu'avec la destruction de la capacité de résistance de l'un des belligérants. La décision de Yamamoto de gagner du temps par une frappe préventive partait d'un diagnostic correct sur la supériorité industrielle américaine, mais échoua dans sa dimension politique. En attaquant Pearl Harbor, le Japon ne fragilisa pas son ennemi. Il lui donna une cause unificatrice. Il transforma une puissance réticente en une société mobilisée pour la guerre totale. Dès ce moment, chaque bataille, chaque île, chaque ville bombardée et chaque décision extrême qui suivit furent une conséquence directe de ce matin de décembre. Pearl Harbor ne fut pas seulement le début de la guerre du Pacifique. Ce fut le moment où la guerre devint inévitablement absolue. De Midway à Tokyo, l'escalade qui mena à Hiroshima. L'attaque japonaise contre Pearl Harbor, le matin du 7 décembre 1941, ne fut pas décisive par ses résultats militaires immédiats, mais par l'effet politique irréversible qu'elle produisit aux États-Unis. En termes strictement opérationnels, l'offensive fit 2403 morts et endommagea ou détruisit 8 cuirassés, mais elle ne réussit pas à neutraliser les porte-avions américains ni à paralyser durablement la capacité navale du Pacifique. Son impact réel fut interne. Elle élimina d'un seul coup le débat prolongé aux États-Unis sur l'entrée en guerre et transforma une société encore divisée en une nation mobilisée pour un conflit total, où la dissidence politique ne fut plus tolérée et où la guerre devint une nécessité historique inéluctable. Jusqu'à ce moment, l'administration de Franklin D. Roosevelt avait agi avec prudence. Le soutien matériel à la Grande-Bretagne et à la Chine coexistait avec une opinion publique majoritairement réticente à une guerre directe, et la marge politique du président dépendait de maintenir cette ambiguïté stratégique. L'attaque permit à Roosevelt de fixer un cadre moral absolu qui annula toute discussion préalable. Dans son discours devant le Congrès le 8 décembre, il évita délibérément toute référence au contexte diplomatique antérieur, y compris les sanctions pétrolières imposées au Japon, et choisit le mot « infamie » comme axe narratif de l'événement. Il ne s'agissait pas d'expliquer, mais de condamner, de ne pas contextualiser, mais d'établir une rupture morale sans retour. La déclaration de guerre fut approuvée par un seul vote contre. 3 jours plus tard, lorsque l'Allemagne déclara la guerre aux États-Unis, le président obtint l'autorisation pour un conflit mondial sans résistance parlementaire significative, consolidant un consensus qui ne reposait plus sur un calcul stratégique, mais sur un impératif moral. La conséquence immédiate fut une réorganisation accélérée de l'appareil militaire et de renseignement, motivée par la conviction que les erreurs qui avaient permis Pearl Harbor ne pouvaient être répétées. Avant décembre 1941, le renseignement des signaux américains existait comme une capacité technique fragmentée, dispersée entre des stations à Hawaï, aux Philippines et sur la côte ouest, sans une structure centrale intégrant analyse et opération. Le déchiffrement du système diplomatique japonais Purple avait été réalisé en 1940 par l'équipe dirigée par William Friedman, mais le code naval JN-25, responsable de la transmission des ordres opérationnels, restait largement impénétrable. Pearl Harbor transforma cette limitation technique en un problème stratégique intolérable, et la pression politique générée par l'attaque élimina toute résistance institutionnelle à une expansion massive des ressources et du personnel. Au début de 1942, la cryptographie cessa d'être un exercice analytique relativement isolé pour devenir un instrument opérationnel central. Les équipes furent considérablement élargies, la formation de traducteurs et d'analystes accéléra, et des systèmes de cartes perforées IBM furent incorporés pour classer des volumes massifs de trafic interceptés. L'objectif n'était plus d'accumuler des informations, mais de produire des inférences concrètes utilisables par les commandants en temps réel. Bien que le JN-25 ne pût être complètement décrypté, l'analyse systématique des fragments permit d'identifier des modèles récurrents, indicatifs d'appel, fréquences, horaires de transmission et formats standardisés qui, combinés, révélaient des concentrations navales et des préparatifs offensifs avec suffisamment d'avance pour influencer la planification opérationnelle. Au printemps 1942, cette approche commença à donner des résultats tangibles.
Une augmentation anormale du trafic japonais, avec des références répétées à un objectif identifié sous le nom de AF, attira l'attention des analystes. Pour confirmer son identité, la station de Midway transmit délibérément un message non crypté informant d'une prétendue pénurie d'eau potable. Quelques jours plus tard, une interception japonaise mentionna que AF souffrait de problèmes d'approvisionnement. L'inférence fut confirmée sans ambiguïté. Midway était l'objectif, et la flotte japonaise se dirigeait vers elle. La bataille qui suivit, du 4 au 7 juin 1942, fut une conséquence directe de cet avantage en renseignements acquis au cours de mois de travail systématique. 4 porte-avions japonais, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, furent coulés avec 248 avions et équipages dont la formation avait demandé des années. Les États-Unis perdirent le Yorktown et environ 150 avions, mais l'échange fut décisivement asymétrique. Le Japon manquait de la capacité industrielle nécessaire pour remplacer ses pertes dans un délai raisonnable. Plus important encore, Midway confirma quelque chose de fondamental pour le commandement américain. Le renseignement des signaux, même avec un décryptage partiel, pouvait se traduire par un avantage décisif s'il était intégré de manière cohérente dans la planification tactique et stratégique. Cet apprentissage modifia progressivement la logique de la guerre dans le Pacifique. Le renseignement ne se limiterait plus à anticiper les mouvements ennemis. Il pourrait être utilisé de manière offensive pour frapper des éléments spécifiques du système adverse. En avril 1943, une interception en provenance de Rabaul offrit une opportunité sans précédent dans ce sens. Le message détaillait avec une précision inhabituelle l'itinéraire d'inspection de l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise. Il incluait l'heure de décollage, la durée exacte du vol, le type d'aéronef, l'escorte prévue et les aérodromes de destination, fournissant une image complète d'une opération qui, jusqu'alors, aurait été considérée comme inaccessible. D'un point de vue technique, la mission était viable, bien que extrêmement exigeante. Des chasseurs P-38 Lightning basés à Guadalcanal pouvaient atteindre le point d'interception en utilisant des réservoirs supplémentaires et une navigation d'une précision absolue. Le vol nécessiterait de parcourir plus de 400 miles au-dessus de l'océan à basse altitude, de maintenir un silence radio total et d'exécuter l'interception avec une marge d'erreur inférieure à 2 minutes. Il n'y avait aucune redondance opérationnelle. Toute défaillance entraînerait l'échec complet de la mission et la perte de l'effet de surprise. La décision d'exécuter l'opération suscita un débat qui dépassait le cadre strictement militaire. Il y avait 2 principaux risques. Le premier était de révéler que le code naval japonais avait été compromis, ce qui obligerait l'ennemi à modifier son système de communication. Le second était d'établir un précédent politique et moral, l'élimination délibérée d'un commandant ennemi de haut niveau. L'amiral Chester Nimitz estima que la décision dépassait son autorité et demanda une approbation politique. Après des consultations avec le secrétaire à la Marine et la Maison-Blanche, Roosevelt autorisa l'opération, évaluant que Yamamoto constituait un objectif militaire légitime et que son élimination pouvait désorganiser le commandement japonais à un moment critique de la campagne de Guadalcanal. L'autorisation inclut une condition explicite visant à protéger la source du renseignement. L'attaque devait pouvoir être expliquée comme une interception fortuite pendant une patrouille aérienne et non comme le résultat de communications décryptées. Il fut ordonné de détruire les registres de planification immédiatement après la mission et de limiter le cercle de connaissances au minimum nécessaire, renforçant l'idée que le succès tactique ne devait pas compromettre l'avantage stratégique à long terme. Le 18 avril 1943, 18 P-38 décollèrent de Henderson Field sous le commandement du major John Mitchell. Ils volèrent à 50 pieds au-dessus de l'océan pendant plus de 4 heures, ajustant la vitesse et la consommation grâce à des calculs continus. À 9h34, ils aperçurent exactement la formation prévue. 2 bombardiers Mitsubishi J-4M escortés par 6 chasseurs Zéro. Après un combat bref et concentré, le lieutenant Rex Barber abattit l'avion transportant Yamamoto. L'appareil s'écrasa dans la jungle de Bougainville. Yamamoto mourut sur le coup, clôturant une opération exécutée avec une précision millimétrique. La nouvelle fut dissimulée par le haut commandement japonais pendant des semaines. Lorsqu'elle fut finalement rendue publique, elle fut présentée comme une mort héroïque au combat,
accompagné d'un enterrement d'État destiné à préserver la cohésion interne et à éviter toute perception de vulnérabilité. Aucune faille de sécurité ni compromis de communication ne furent reconnus. Pour les États-Unis, l'opération confirma quelque chose de plus profond qu'un succès tactique ponctuel. Elle démontra que la guerre pouvait être dirigée non seulement contre des forces armées, mais contre des individus clés dont l'élimination pouvait perturber le fonctionnement du système ennemi. Ce précédent marqua une transition conceptuelle décisive. La logique du conflit cessa de se concentrer exclusivement sur l'affrontement direct des forces et commença à se diriger vers l'identification et la destruction des éléments considérés comme critiques pour la capacité de résistance de l'adversaire. Dans sa forme initiale, cette logique s'appliqua contre un commandant. Avec le temps, elle s'étendrait à des échelles bien plus grandes. À la fin de 1943 et au début de 1944, l'accent stratégique américain se déplaça progressivement vers l'archipel japonais. La campagne de bombardement stratégique fut d'abord conçue comme un effort de précision contre des installations industrielles spécifiques. Le B-29 Super Fortress, conçu pour opérer à grande altitude et longue portée, devait détruire les usines de moteurs, les usines chimiques et les arsenaux par des bombardements diurnes de haute précision. La réalité opérationnelle frustrait ces attentes. La météorologie, les vents en jet et les limitations techniques dispersèrent les formations et réduisirent l'efficacité, tandis que les pertes, bien que supportables, ne produisirent pas une dégradation industrielle proportionnelle. Lorsque le général Curtis LeMay prit le commandement du 21e commandement de bombardiers en janvier 1945, il conclut que l'approche devait radicalement changer. Les analyses de renseignement montraient que l'industrie japonaise était intégrée dans le tissu urbain. De petits ateliers et usines coexistaient avec des habitations principalement construites en bois et en papier, avec des densités extrêmes. LeMay détermina que le bombardement incendiaire nocturne à basse altitude maximiserait la destruction et réduirait les pertes propres, inversant ainsi la logique initiale de précision par une logique de saturation. La décision fut prise sous autorité opérationnelle, sans consultation préalable avec Washington. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, plus de 300 B-29 attaquèrent Tokyo avec des bombes incendiaires. L'orage de feu résultant détruisit de vastes zones urbaines et causa des dizaines de milliers de morts en une seule nuit. L'opération démontra de manière indiscutable que la destruction massive de villes était techniquement viable, militairement efficace et politiquement tolérable dans le cadre stratégique adopté. À ce moment-là, la logique du châtiment avait définitivement remplacé la logique de l'offensive initiale. L'objectif n'était plus de répondre à Pearl Harbor, mais de briser la capacité et la volonté de résistance de l'État japonais par la destruction systématique de son infrastructure urbaine et sociale. L'escalade continuerait. Le bombardement incendiaire de Tokyo ne fut pas conçu comme une exception, mais comme la validation empirique d'une nouvelle doctrine. L'ampleur de la destruction, obtenue avec des pertes relativement faibles pour les attaquants, confirma au commandement américain que la destruction systématique des zones urbaines pouvait produire des résultats stratégiques plus rapides que le bombardement de précision. L'expérience de Tokyo devint un modèle. Dans les mois qui suivirent, le 21e commandement de bombardiers étendit la méthode à d'autres villes japonaises, transformant le bombardement stratégique en une campagne d'annihilation urbaine soutenue qui ne distinguait plus entre infrastructures industrielles et tissus résidentiels, car les deux étaient considérés comme des parties inséparables du même système productif. Parallèlement, la guerre économique entra dans sa phase finale. Le minage aérien des ports et des routes maritimes intérieures, combiné avec le blocus sous-marin, paralysa le transport des aliments et des matières premières. Le Japon, dépendant des importations pour nourrir sa population urbaine, vit son système logistique interne s'effondrer. Les rations descendirent sous les niveaux de subsistance et la désorganisation administrative empêcha toute réponse efficace. À l'été 1945, l'État japonais continuait à se battre militairement, mais il avait perdu la capacité matérielle de soutenir la guerre sur le plan fonctionnel. Dans ce contexte, le projet Manhattan cessa d'être une initiative scientifique extraordinaire pour devenir une option opérationnelle concrète. Lorsque Harry S. Truman prit la présidence en avril 1945, il fut immédiatement informé de l'existence de l'arme et de sa disponibilité imminente. Le projet avait absorbé des ressources financières et humaines à une échelle qui rendait politiquement inviable son annulation.
La bombe n'était pas conçue comme une expérience, mais comme l'aboutissement logique d'une trajectoire stratégique qui avait déjà normalisé la destruction massive comme outil légitime pour forcer la reddition. Le comité provisoire, convoqué pour conseiller sur l'utilisation de l'arme, évalua différentes alternatives, y compris une démonstration technique sans victime ou une attaque contre un objectif militaire isolé. Aucune ne fut jugée convaincante. Le consensus fut que seule la destruction directe et visible d'une ville produirait l'impact psychologique nécessaire pour briser la volonté de résistance japonaise sans prolonger la guerre. La recommandation finale fut claire: utiliser la bombe sans avertissement préalable contre un objectif urbain combinant une valeur militaire et industrielle avec une population civile, maximisant ainsi l'effet psychologique. La sélection des objectifs répondait davantage à des critères techniques qu'à des critères moraux. L'objectif était de choisir des villes non bombardées auparavant, suffisamment grandes pour permettre une évaluation claire des dégâts et avec des caractéristiques topographiques qui amplifiaient l'onde de choc. Hiroshima fut choisie car elle remplissait toutes ces conditions et parce qu'elle concentrait des fonctions militaires importantes. La décision ne fut ni précipitée ni improvisée. Elle résultait d'un processus administratif et stratégique qui considérait la destruction d'une ville comme une variable calculable. Le 6 août 1945, la bombe fut larguée. En quelques secondes, Hiroshima cessa d'exister en tant qu'entité urbaine fonctionnelle. L'échelle de la destruction dépassa toute expérience antérieure, même pour ceux qui avaient replanifié la mission. La ville ne fut pas vaincue, elle fut anéantie. Cependant, le leadership japonais ne répondit pas immédiatement par la capitulation. La destruction, bien que sans précédent, fut initialement interprétée comme une intensification extrême d'une campagne de bombardement qui avait déjà dévasté des dizaines de villes. 3 jours plus tard, Nagasaki confirma que Hiroshima n'avait pas été un événement unique. Ce même jour, l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre élimina toute possibilité de médiation diplomatique. La combinaison d'une nouvelle arme capable de détruire des villes instantanément et l'ouverture d'un second front terrestre scella l'effondrement stratégique japonais. La décision de se rendre ne fut pas le résultat d'un seul facteur, mais de la reconnaissance qu'il n'existait aucun scénario dans lequel la poursuite de la guerre produirait un résultat différent de la destruction totale. La séquence qui mena de Pearl Harbor à Hiroshima ne fut ni une réaction émotionnelle, ni une dérive incontrôlée. Ce fut une escalade rationnelle dans un cadre stratégique qui redéfinissait progressivement les limites de ce qui était acceptable. Chaque étape fut validée par son efficacité. Le renseignement permit d'anticiper et de frapper. L'élimination sélective des commandants démontra que l'ennemi pouvait être désorganisé de l'intérieur. Le bombardement incendiaire normalisa la destruction massive de la population civile. La bombe atomique porta cette logique à sa conclusion extrême. Pearl Harbor avait éliminé les restrictions politiques internes aux États-Unis. Midway avait démontré la valeur décisive du renseignement. La mort de Yamamoto avait établi le précédent d'attaquer des éléments individuels critiques du système ennemi. Le bombardement incendiaire avait habitué l'opinion publique et le commandement militaire à l'anéantissement urbain comme instrument légitime. Hiroshima ne fut pas une rupture morale soudaine, mais le dernier maillon d'une chaîne de décisions cohérentes entre elles. La logique de la punition remplaça complètement la logique de l'offensive initiale. La proportion n'était plus mesurée en termes de réponse à l'attaque de 1941, mais en fonction de l'objectif politique d'obtenir une reddition inconditionnelle au moindre coût possible pour les États-Unis. Dans ce calcul, la destruction instantanée d'une ville entière était considérée non seulement acceptable, mais efficace. Avec Hiroshima, la guerre du Pacifique entra dans une phase finale où la distinction entre combattants et civils perdit toute pertinence opérationnelle. L'ennemi n'était plus seulement l'armée japonaise, mais le système étatique et social qui la soutenait. La guerre prit fin lorsque ce système fut poussé à un point où la résistance cessa d'être rationnelle. La méthode fonctionna. Cependant, le précédent altéra à jamais la logique de la guerre moderne. Hiroshima et l'utilisation délibérée de la destruction nucléaire contre la population civile. Dans la matinée du 6 août 1945, alors qu'il faisait encore nuit dans le Pacifique occidental, un bombardier B-29 de la force aérienne de l'armée américaine décolla de la base aérienne de Northfield sur l'île de Tinian. L'avion, identifié comme le numéro 82 au sein du 509e groupe composite, était sous le commandement du colonel Paul Tibbets et transportait une charge différente de toutes celles utilisées jusqu'alors en combat.
Dans sa soute se trouvait un dispositif nucléaire à base d'uranium, connu sous le nom de code Little Boy, un appareil conçu pour libérer une quantité d'énergie équivalente à des milliers de tonnes d'explosifs conventionnels en une seule détonation. Sa mission n'était pas d'attaquer une formation militaire en première ligne, ni une base aérienne isolée, mais une ville japonaise intacte. La bombe que transportait le B-29 était une arme basée sur un principe physique relativement simple, mais aux conséquences colossales. Elle utilisait de l'uranium-235, un type rare d'uranium capable de libérer d'énormes quantités d'énergie lorsque ses atomes se divisent. Le design, appelé type canon, fonctionnait en lançant un fragment d'uranium contre un autre à l'aide d'une charge explosive conventionnelle, créant ainsi une masse critique qui déclenchait une réaction en chaîne. Contrairement à d'autres designs plus complexes, ce système était considéré comme suffisamment fiable par les ingénieurs du projet Manhattan pour ne pas avoir été testé au préalable dans des conditions réelles. On supposait qu'il fonctionnerait sans aucun doute. Pour des raisons de sécurité, l'arme a été chargée sans être complètement armée. Le risque d'une détonation accidentelle lors du décollage était inacceptable, même pour une opération de cette envergure. Le capitaine William Parsons, responsable de l'armement, a terminé le processus d'activation en vol, insérant manuellement les composants explosifs qui permettraient le tir interne du projectile d'uranium. L'opération, répétée à plusieurs reprises au sol, n'a duré que 15 minutes et s'est déroulée sans incident, tandis que l'avion se dirigeait vers le Japon à grande altitude. Pendant que le bombardier principal suivait sa route, 3 autres B-29 décollèrent avec des fonctions auxiliaires. Leur tâche n'était pas d'attaquer, mais de vérifier les conditions météorologiques sur les cibles potentielles. L'utilisation de l'arme exigeait un bombardement visuel. Le point de détonation devait être identifié directement depuis les airs, sans se fier au radar. Peu après 7 heures du matin, l'un de ces avions, piloté par le major Claude Etherly, survola Hiroshima et transmit un rapport décisif. La ville était pratiquement dégagée de nuages. La visibilité était suffisante pour exécuter l'attaque avec précision. Avec cette confirmation, Tibet s'écarte les objectifs alternatifs et prend la direction définitive de Hiroshima. Le choix de la ville n'avait pas été arbitraire. Quelques jours auparavant, un comité spécial avait évalué plusieurs facteurs stratégiques. Hiroshima abritait des installations militaires importantes, y compris le quartier général d'une armée japonaise responsable de la défense du sud de l'archipel. C'était également un centre logistique avec un port militaire actif et une ville suffisamment vaste pour permettre de mesurer clairement les effets de l'arme. Contrairement à d'autres villes japonaises, elle n'avait pas été bombardée auparavant, ce qui garantissait que les dommages observés pouvaient être attribués exclusivement à la bombe nucléaire, sans confusion avec une destruction antérieure. Cet été-là, en 1945, Hiroshima avait une population d'environ 1/4 million de personnes. À la présence de dizaines de milliers de soldats s'ajoutaient des travailleurs civils employés dans des usines de munitions, des chantiers navals et des ateliers liés à l'effort de guerre. Son système défensif comprenait des batteries anti-aériennes et des stations d'alerte précoces, mais elle manquait de chasseurs et de carburant suffisant pour faire face efficacement aux bombardiers opérant à haute altitude. En pratique, la ville était mal préparée à une attaque de ce type, bien que ses habitants ne le sachent pas. À 8h09 du matin, les opérateurs de radar japonais détectèrent une petite formation aérienne s'approchant du sud. L'alarme fut brièvement déclenchée, mais après vérification qu'il s'agissait de très peu d'avions, l'alerte fut annulée. Au cours des semaines précédentes, des missions similaires avaient survolé des villes japonaises pour reconnaissance sans attaquer. On supposait que ce vol ne représentait pas une menace immédiate. Par conséquent, aucune évacuation n'était ordonnée et les activités quotidiennes se poursuivaient. La ville fonctionnait normalement. Les travailleurs se dirigèrent vers leur poste, les étudiants participaient aux tâches d'urgence urbaine et les unités militaires restaient dans leurs installations. Quelques minutes plus tard, le B-29 atteignit le point à partir duquel il commencerait sa manœuvre de bombardement. Il volait à plus de 9000 mètres d'altitude, à une vitesse supérieure à 500 km/h. Le major Thomas Ferby, responsable de la visée, identifia visuellement l'objectif assigné. Un pont de forme caractéristique au centre de la ville, facilement reconnaissable depuis les airs. À 8h15 les portes de la soute s'ouvrirent et la bombe fut libérée. Un système mécanique calcula automatiquement le moment exact de sa chute, en tenant compte de la vitesse, de l'altitude et du vent.
Dès que l'appareil se sépara de l'avion, Tibbets exécuta une manœuvre d'évasion extrême, tournant brusquement pour s'éloigner du point d'explosion. L'équipage savait qu'il n'avait que quelques secondes avant que la détonation ne se produise. 2 autres bombardiers d'escorte libérèrent des instruments de mesure destinés à enregistrer la force de l'onde de choc, un indice clair que la mission avait un objectif scientifique et évaluatif en plus de militaire. À 8h16 la bombe explosa dans les airs, à près de 600 mètres du sol. La détonation ne fut pas une explosion conventionnelle, mais une libération instantanée d'énergie provoquée par la fission nucléaire. En une fraction de seconde, une boule de feu de température extrême se forma, plus chaude que la surface du Soleil, qui se répandit violemment. La chaleur irradiée atteignit le sol avec une intensité suffisante pour brûler immédiatement les matériaux et les corps humains. Les objets inflammables s'enflammèrent instantanément et les surfaces exposées furent carbonisées. L'onde de choc qui suivit se propagea à une vitesse supersonique, écrasant les bâtiments et projetant des débris sur une grande distance. Les constructions traditionnelles en bois s'effondrèrent presque complètement dans la zone centrale, tandis que même les bâtiments en béton subissaient des dommages structurels graves. À cet effet s'ajouta une décharge électromagnétique qui interrompit les communications électriques, isolant la ville en quelques secondes. Le résultat fut une dévastation presque totale. Des dizaines de milliers de bâtiments furent détruits ou gravement endommagés, et une vaste zone urbaine fut réduite en ruines fumantes. La radiation libérée par l'explosion, une combinaison de rayons gamma et de particules subatomiques, ajouta un composant invisible mais létal. Les personnes exposées à de fortes doses commencèrent à mourir dans les jours et semaines suivants, des suites de défaillances organiques, d'infections et de l'effondrement du système immunitaire, même si elles ne présentaient pas de blessures externes graves. Dans les heures qui suivirent, il devint impossible d'évaluer le nombre de victimes. Les voies d'accès étaient bloquées, les incendies étaient toujours actifs et les communications avaient échoué. Lorsque les premières patrouilles japonaises atteignirent la périphérie de la ville, elles rapportèrent une destruction si étendue qu'elles peinaient à reconnaître le centre urbain. Dès cette même nuit, les rapports envoyés à Tokyo décrivaient une situation sans précédent. Une ville entière semblait avoir été anéantie par une seule attaque aérienne. Avec le passage des jours, à mesure que l'on récupérait des corps parmi les décombres et que les hôpitaux improvisés s'effondraient sous une marée de blessés, l'ampleur humaine de l'attaque commença à devenir visible. Les autorités japonaises, incapables d'effectuer un décompte immédiat, révisèrent leurs estimations pendant des mois. Le calcul le plus accepté à la fin de l'année 1945 plaça le nombre de morts à plus de 100 000 personnes, un chiffre qui incluait tant ceux qui moururent instantanément lors de l'explosion que ceux qui succombèrent ensuite à des brûlures, des infections et aux effets internes de la radiation. Contrairement à d'autres armes, la bombe continua de tuer bien après sa détonation. Depuis les airs, les équipages américains observèrent une colonne de fumée s'élever à une hauteur comparable à celle des bombardiers eux-mêmes. Le nuage, avec sa forme caractéristique de champignon, était visible à des centaines de kilomètres. À bord de l'avion principal, l'un des officiers nota une phrase qui reflétait le choc du moment, une expression d'incrédulité face à ce qu'il venait de provoquer. Pour le commandement militaire, cependant, la mission avait atteint son objectif. Le message transmis à la base confirma le succès de l'attaque et les aéronefs retournèrent sans opposition. À Washington, la nouvelle arriva alors que le président Harry Truman revenait d'Europe. Quelques heures après la détonation, il fit une déclaration publique présentant l'attaque comme un coup porté contre une base militaire japonaise et comme une démonstration d'une nouvelle force scientifique. Le message incluait un avertissement explicite. Si le Japon n'acceptait pas les conditions de reddition, il ferait face à une destruction encore plus grande. Le ton ne laissait aucune place à une négociation immédiate. Il s'agissait d'une menace directe soutenue par un fait accompli. À Tokyo, l'information arriva de manière fragmentée et confuse. Les communications avec Hiroshima avaient été complètement interrompues au moment de l'explosion et le quartier général de l'armée situé là-bas avait été détruit. Ce n'est que le lendemain, après l'analyse des restes radioactifs par des scientifiques japonais, qu'il fut confirmé que l'arme utilisée était de nature nucléaire. À ce moment-là, la direction japonaise était déjà divisée sur la manière d'interpréter l'attaque. Certains la voyaient comme une extension extrême du bombardement incendiaire qui avait dévasté des dizaines de villes.
D'autres comprenaient qu'il s'agissait d'une menace qualitativement différente, capable de détruire des centres urbains sans avertissement préalable et sans nécessité de campagne prolongée. L'organe suprême de décision du gouvernement japonais se réunit sans parvenir à un consensus. La structure politique du pays exigeait l'unanimité pour des décisions d'une grande importance, et cette rigidité paralysait toute réponse rapide. La faction militaire la plus dure soutenait que les États-Unis disposaient de peu de bombes de ce type et que le Japon pouvait résister aux coups, en préparant une défense sanglante des îles principales. Les secteurs civils et diplomatiques, quant à eux, avertissaient que la nouvelle arme rendait impossible une résistance prolongée sans conduire à l'annihilation nationale. Avant que ce débat ne puisse être résolu, les États-Unis passèrent à l'étape suivante. Dans la matinée du 9 août, un autre B-29 décolle avec une bombe différente, à base de plutonium et de conception plus complexe. Cet engin avait été testé quelques semaines plus tôt dans le désert du Nouveau-Mexique, confirmant son bon fonctionnement. L'objectif initial était une ville avec d'importantes installations militaires, mais les conditions atmosphériques obligèrent à dévier la mission vers une deuxième cible. Nagasaki, un port industriel niché entre des collines. La détonation sur Nagasaki, bien que techniquement plus puissante, produisit une destruction légèrement inférieure en raison de la géographie du lieu. Néanmoins, des dizaines de milliers de personnes moururent et de vastes zones industrielles furent dévastées. Le fait que deux villes aient été anéanties en quelques jours renforça l'impression que les États-Unis étaient prêts à répéter l'attaque autant de fois que nécessaire. Le même jour, un autre événement modifia de manière décisive le paysage stratégique. L'Union soviétique, qui jusqu'alors était restée en dehors du conflit dans le Pacifique, déclara la guerre au Japon et lança une offensive massive en Asie continentale. L'entrée des Soviétiques élimina le dernier espoir japonais de négocier une paix médiée et clarifia que le pays faisait désormais face à une guerre sur deux fronts, sans réelle possibilité de résistance efficace. La combinaison de la seconde explosion nucléaire et de l'avancée soviétique débloqua l'impasse politique à Tokyo. Lors d'une réunion extraordinaire de nuit, incapables de parvenir à un accord, les dirigeants japonais recoururent à une mesure exceptionnelle, solliciter l'intervention directe de l'empereur. Dans une déclaration solennelle, le monarque exprima que continuer la guerre ne conduirait qu'à la destruction totale du pays et à une souffrance inutile pour la population. Avec cette intervention, le blocage décisionnel qui paralysait le gouvernement fut brisé. Le Japon communiqua sa volonté d'accepter la reddition sous la condition de préserver l'institution impériale. La réponse alliée fut délibérément ambiguë, permettant à l'empereur de rester comme une figure symbolique, mais subordonnée à l'autorité d'occupation. Néanmoins, certains secteurs militaires tentèrent d'empêcher la reddition par un coup d'État improvisé qui échoua en quelques heures, incapable de rassembler suffisamment de soutien dans une structure déjà démoralisée. Le 15 août 1945, la voix de l'empereur fut diffusée par radio dans tout le pays. Le message, soigneusement formulé, évita le mot « reddition » et présenta la décision comme un sacrifice nécessaire pour éviter l'extinction de la civilisation. Pour une population éduquée pendant des années à l'idée que se rendre était inconcevable, l'annonce fut déconcertante. Cependant, elle marqua également la fin immédiate des bombardements et d'une guerre qui avait conduit le pays au bord de l'effondrement. Le conflit du Pacifique avait duré plus de 3 ans et demi depuis l'attaque initiale sur Pearl Harbor. Pendant ce temps, des millions de personnes étaient mortes, la plupart d'entre elles japonaises, et de vastes zones urbaines avaient été détruites. L'utilisation des bombes atomiques ne fut pas un épisode isolé ni une improvisation finale, mais l'aboutissement d'une escalade progressive dans laquelle chaque étape fut justifiée comme le moyen le plus efficace pour forcer la reddition au moindre coût possible pour ceux qui l'exécutaient. La fin de la guerre du Pacifique et la subordination structurelle du Japon. La reddition du Japon, annoncée le 15 août 1945, ne fut pas la conséquence mécanique ni immédiate des seules bombes atomiques. Ce fut l'aboutissement d'un système qui avait cessé de fonctionner comme un instrument de guerre des semaines avant Hiroshima, peut-être même des mois avant, et qui ne pouvait plus soutenir une résistance cohérente face à la pression accumulée. À l'été 1945, l'État japonais combattait davantage par inertie institutionnelle et idéologique que par une réelle capacité à altérer le résultat du conflit. La combinaison du blocus naval, de la destruction industrielle,
de l'effondrement logistique et de l'isolement diplomatique avaient érodé les bases matérielles de la guerre jusqu'à un point critique. Depuis le début de 1944, la marine marchande japonaise avait été systématiquement anéantie par des sous-marins américains, ce qui avait interrompu l'approvisionnement en nourriture, carburant et matières premières vers l'archipel. À cette asphyxie s'ajouta, en 1945, le minage aérien des ports et des routes côtières, une campagne peu visible mais extrêmement efficace qui paralysa le transport interne, même dans les zones non bombardées. Parallèlement, le bombardement incendiaire avait détruit les principaux centres urbains et industriels, fragmentant le tissu économique et social qui soutenait la production de guerre. Lorsque Hiroshima fut attaqué, le Japon ne se battait déjà plus comme une puissance industrielle moderne, mais comme un État assiégé, appauvri et désorganisé, qui continuait à mobiliser des ressources humaines sans pouvoir les remplacer. La bataille d'Okinawa avait donné un avant-goût brutal de ce que serait une guerre dans les îles principales. Entre avril et juin 1945, les forces américaines débarquèrent sur la plus grande des îles Ryukyu, affrontant un système de défense japonais conçu non pas pour repousser l'envahisseur sur la côte, mais pour l'user dans une guerre de position souterraine. Pendant près de 3 mois, les deux camps combattirent sur un terrain dévasté, sous un feu constant d'artillerie et de bombardements aériens. Les chiffres qui en résultèrent furent saisissants. Plus de 12 000 soldats américains tués, des dizaines de milliers de blessés et un nombre de pertes japonaises largement supérieur au contingent initial déployé en raison de la pratique systématique de combattre jusqu'à la mort. La population civile d'Okinawa souffrit de manière particulièrement extrême. Coincés entre les deux armées, des milliers de civils moururent sous le feu croisé, les bombardements ou des suicides collectifs induits par une propagande qui présentait la capture comme un déshonneur pire que la mort. D'autres furent exécutés par des soldats japonais sous suspicion de collaboration avec l'ennemi. Le résultat fut la destruction d'environ un tiers de la population de l'île. Pour les planificateurs américains, Okinawa ne fut pas seulement une victoire stratégique, mais un avertissement sans ambiguïté. Une invasion du Japon métropolitain reproduirait ce schéma à une échelle beaucoup plus grande. Cet apprentissage fut directement intégré dans la planification de la phase suivante de la guerre, connue sous le nom d'opération Downfall. Le plan prévoyait 2 grands débarquements, l'un sur l'île de Kyushu à la fin de 1945 et l'autre dans la plaine de Kanto, près de Tokyo, au printemps 1946. Les services de renseignement estimaient que le Japon concentrerait des centaines de milliers de soldats réguliers, renforcés par des millions de civils mobilisés dans des milices improvisées. Le modèle défensif ne serait pas basé sur des manœuvres conventionnelles, mais sur une résistance totale, destinée à infliger le maximum de pertes avant d'être vaincu. Les projections de pertes américaines varient considérablement selon les hypothèses utilisées. Certains calculs officiels, basés sur des extrapolations d'Okinawa, parlaient de dizaines de milliers de morts dans les premiers mois. D'autres études, plus pessimistes, considéraient que les pertes totales pourraient atteindre des chiffres bien plus élevés si la résistance se prolongeait. Ces estimations n'étaient pas des prédictions exactes, mais des scénarios construits pour évaluer les risques, et leur amplitude reflétait l'incertitude inhérente à une opération sans précédent en termes d'échelle et de complexité. Avec le temps, ces chiffres furent réinterprétés et politisés. Dans les années suivantes, le président Truman affirma que l'invasion aurait coûté des centaines de milliers de vies américaines, un argument utilisé pour justifier rétrospectivement l'utilisation des bombes atomiques. Cependant, les documents contemporains montrent un panorama plus nuancé, avec de multiples projections et sans un chiffre unique accepté. Le débat sur la question de savoir si les bombes ont sauvé des vies reposait sur des comparaisons hypothétiques difficiles à vérifier et chargées de suppositions sur des décisions qui n'ont jamais été prises. Ce qui peut être affirmé avec certitude, c'est que jusqu'au jour même de la reddition, les États-Unis continuèrent à se préparer à une invasion à grande échelle. À Okinawa, des approvisionnements s'amoncelaient, des aérodromes étaient construits et des forces aériennes et navales étaient concentrées. En même temps, le programme nucléaire ne s'arrêta pas après Hiroshima et Nagasaki. La production de nouvelles bombes se poursuivit et les responsables du projet prévoyaient d'avoir davantage d'artefacts dans les mois suivants. Dans la logique stratégique de l'époque, les armes nucléaires n'étaient pas considérées comme une ressource exceptionnelle épuisée, mais comme un outil supplémentaire dans un éventail croissant de moyens de destruction.
Pendant ce temps, l'équilibre stratégique japonais fut irrémédiablement perturbé par un événement extérieur. Le 9 août 1945, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et lança une offensive massive sur le continent asiatique. Des millions de soldats, soutenus par des milliers de tanks et de pièces d'artillerie, avancèrent rapidement en Mandchourie, battant en quelques jours une armée japonaise qui, sur le papier, restait nombreuse, mais qui avait vu ses meilleures unités envoyées défendre l'archipel. L'offensive soviétique ne détruisit pas seulement une force militaire, elle élimina la dernière base territoriale depuis laquelle le Japon pouvait envisager une guerre prolongée. L'impact politique fut immédiat. Pendant des mois, une partie de la direction japonaise avait espéré utiliser Moscou comme médiateur pour négocier une sortie du conflit moins humiliante. L'entrée soviétique non seulement ferma cette possibilité, mais introduisit un scénario encore plus redouté: l'occupation partielle du pays par des forces communistes. La coïncidence temporelle entre la seconde attaque nucléaire et l'offensive soviétique produisit un double choc stratégique qui laissa le gouvernement japonais sans réelle marge de manœuvre. À partir de ce moment, le débat sur les causes immédiates de la reddition devint une question complexe et, avec le temps, profondément controversée. Dès août 1945, au sein même du gouvernement japonais, coexistaient des interprétations différentes. Certains dirigeants soulignèrent l'impact psychologique et stratégique des bombes atomiques, indiquant qu'elles avaient démontré de manière concluante que les États-Unis pouvaient détruire des villes japonaises les unes après les autres sans avoir besoin d'envahir le pays. D'autres insistèrent sur l'entrée soviétique comme le facteur décisif, non pas tant pour son effet militaire immédiat, bien que dévastateur, mais parce qu'elle annula tout espoir de négociation et ouvrit la possibilité d'une occupation divisée du territoire japonais. Les documents disponibles reflètent cette ambiguïté. Dans les délibérations internes du Conseil suprême, les arguments se mêlèrent sans qu'aucun ne dominât clairement. Le ministre des Affaires étrangères insista sur le fait que la nouvelle arme rendait impossible de prolonger la guerre sans mener la nation à l'anéantissement. Le ministre de la Guerre, en revanche, soutint que le Japon pouvait encore résister, mais reconnut que la situation générale était devenue intenable après l'offensive soviétique. Même le message impérial annonçant la fin de la guerre fit allusion à ces deux éléments: l'apparition d'une bombe de pouvoir destructeur sans précédent et la détérioration globale de la situation militaire. Ce qui fut véritablement décisif ne fut donc pas un événement unique, mais l'effondrement cumulatif de toutes les options disponibles. Le système politique japonais, conçu pour éviter les décisions unilatérales, avait été bloqué pendant des mois par l'exigence d'unanimité. Seule l'intervention directe de l'empereur, une rupture extraordinaire avec la pratique constitutionnelle, permit de résoudre l'impasse. Ce geste ne scella pas seulement la reddition, mais montra à quel point les institutions civiles et militaires avaient perdu leur capacité d'adaptation à une réalité stratégique radicalement transformée. La tentative de coup d'État dans la nuit du 14 au 15 août confirma cet épuisement. De jeunes officiers, convaincus que la reddition trahissait le sacrifice effectué, tentèrent de prendre le contrôle du palais impérial et de faire taire l'annonce. Cependant, ils manquèrent du soutien des hauts commandements. Même ceux des généraux qui s'étaient opposés à accepter les termes alliés comprirent que défier ouvertement la décision impériale détruirait le dernier élément de cohésion de l'État. Le suicide du ministre de la Guerre, présenté comme un acte de responsabilité personnelle face à la défaite, symbolisa la fin d'une culture politique qui identifiait l'honneur à la résistance absolue. L'occupation alliée commença quelques jours plus tard. Le débarquement des forces américaines et l'arrivée du commandant suprême marquèrent le début d'une transformation sans précédent dans l'histoire du Japon. Bien que l'appareil d'État restât formellement en place, le pouvoir réel passa entre les mains de l'autorité d'occupation, qui agissait comme un gouvernement parallèle ayant un droit de veto sur toutes les décisions fondamentales. La priorité initiale fut d'éliminer toute possibilité de reprise du militarisme. Les forces armées furent dissoutes, des millions de soldats démobilisés et les armements confisqués ou détruits. Ce processus eut des effets sociaux immédiats. Le Japon se trouvait dans une situation économique désastreuse. Les villes étaient dévastées, le système de transport fragmenté et la production agricole gravement affectée. Le retour massif des soldats dans une économie effondrée généra du chômage, de la pauvreté et un marché noir qui devint le principal mécanisme de survie pour de larges secteurs de la population.
L'inflation s'envola, érodant les économies et affaiblissant encore la capacité de l'État à gérer la crise. La pénurie de nourriture fut particulièrement grave. Le pays avait dépendu pendant des décennies des importations en provenance de ses territoires coloniaux, désormais perdus. Avec la flotte marchande détruite et l'agriculture interne endommagée, les rations officielles tombèrent en dessous des niveaux de subsistance. Seule l'importation massive de nourriture financée par les autorités d'occupation empêcha une famine de dimension encore plus grande. Pour de nombreux Japonais, l'immédiate après-guerre ne fut pas une transition vers la paix, mais une lutte quotidienne pour la survie. Parallèlement aux mesures d'urgence, l'occupation impulsa des réformes structurelles destinées à remodeler le système politique et social. Les lois répressives furent abolies, des prisonniers politiques furent libérés et des centaines de milliers de fonctionnaires et d'hommes d'affaires associés au régime militariste furent purgés. La nouvelle constitution, rédigée sous supervision alliée, redéfinissait la souveraineté comme émanation du peuple et transformait l'empereur en une figure symbolique. Le célèbre article renonçant à la guerre en tant que droit souverain marqua une rupture radicale avec l'histoire récente du pays. La réforme agraire modifia profondément l'équilibre social dans les zones rurales, en transformant des millions de locataires en propriétaires. La dissolution partielle des grands conglomérats industriels visait à réduire la concentration du pouvoir économique, bien que son application fût inégale et qu'elle fût adoucie par le début de la guerre froide. À mesure que la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique s'intensifiait, les priorités de l'occupation changèrent. Le Japon passa d'un pays vaincu devant être démilitarisé à un allié stratégique devant être reconstruit rapidement. Les procès pour crimes de guerre ajoutèrent une autre couche de complexité à l'héritage du conflit. La condamnation des dirigeants civils et militaires de haut rang établit une narration officielle de responsabilité, mais l'exclusion de l'empereur de tout procès judiciaire laissa une ambiguïté persistante. Pour certains Japonais, les condamnés furent des boucs émissaires. Pour d'autres, leur châtiment ne aborda pas la responsabilité plus large de la société et des structures qui avaient rendu la guerre possible. Dans ce contexte, l'expérience des victimes des bombardements atomiques occupa une place inconfortable. Pendant l'occupation, la censure limita la diffusion des images et des témoignages sur les effets de la radiation. Les survivants, plus tard appelés Hibakusha, souffrirent non seulement de problèmes de santé à long terme, mais aussi de discrimination sociale, alimentée par la peur et l'ignorance. La reconnaissance officielle de leur situation arriva tardivement et de manière partielle, laissant des cicatrices physiques et psychologiques qui perdurèrent pendant des décennies. La mémoire de la guerre devint ainsi un terrain de lutte. Pour certains secteurs, le Japon fut avant tout une victime d'une violence disproportionnée. Pour d'autres, la dévastation fut la conséquence d'une agression commencée des années plus tôt. Hiroshima se transforma en un symbole universel de l'horreur nucléaire, mais ce symbolisme, en se concentrant sur la souffrance, évita souvent une réflexion complète sur le chemin qui avait conduit à ce dénouement. Au final, l'après-guerre japonaise ne fut pas une simple histoire de défaite et de reconstruction, mais un processus d'adaptation forcée à un ordre international radicalement différent. Le pays émergea comme une démocratie formellement pacifiste, intégrée dans un système de sécurité dominé par les États-Unis et avec une économie qui, en quelques années, amorcerait une récupération spectaculaire. Cependant, cette transformation fut construite sur des ruines physiques, des traumatismes non résolus et une ambiguïté persistante sur la responsabilité et la mémoire. 9 puissances nucléaires et l'équilibre stratégique mondial. Hiroshima établit un précédent qui transforma de manière irréversible la logique de la guerre moderne. Pour la première fois, un État utilisa délibérément une arme conçue pour l'anéantissement massif de la population civile comme instrument politique pour forcer la reddition d'un adversaire. La décision ne fut pas le fruit de la panique ni d'une erreur de calcul, mais le résultat d'une évaluation consciente des alternatives. L'utilisation de la bombe atomique fut planifiée, autorisée et exécutée parce qu'elle était considérée comme le moyen le plus efficace pour mettre fin à la guerre au moindre coût pour celui qui l'employait. Ce succès immédiat cacha des conséquences stratégiques de grande envergure. Loin de fermer la possibilité de la guerre totale, Hiroshima la normalisa. Elle démontra que la technologie militaire avait atteint un seuil où la distinction entre combattants et civils cessait d'être opérative et qu'un État pouvait détruire une ville entière en quelques secondes sans exposer de manière significative son propre personnel.
Une fois ce seuil franchi, il n'exista aucun mécanisme pour le renverser. Dans les années suivantes, le développement des arsenaux nucléaires suivit une logique qui semblait rationnelle: la dissuasion mutuelle. Si deux adversaires possèdent la capacité de destruction absolue, aucun ne s'aventurera à l'utiliser par crainte d'une riposte équivalente. Cependant, cette logique repose sur des présupposés fragiles: rationalité parfaite, communication claire, absence d'erreurs techniques et contrôle absolu en situation de crise. L'histoire montre que ces conditions sont rarement remplies de manière soutenue. Le monopole nucléaire américain dura à peine 4 ans. En 1949, l'Union soviétique fit exploser sa première bombe. Le Royaume-Uni, la France et la Chine suivirent dans les décennies suivantes. Plus tard, l'Inde et le Pakistan s'y inscrivirent par des essais explicites, Israël développa un arsenal non déclaré et la Corée du Nord défia les sanctions internationales pour devenir une puissance nucléaire. À la mi-2020, 9 États possèdent des armes nucléaires, avec plus de 12 000 ogives au total. Bien que ce chiffre soit inférieur au pic de la guerre froide, il reste suffisant pour dévaster plusieurs fois la civilisation humaine. La réduction quantitative n'a pas éliminé le danger. Les arsenaux restants sont plus précis, plus flexibles et, dans certains cas, plus utilisables. Le développement d'armes nucléaires à faible rendement, présentées comme tactiques, a érodé le seuil psychologique qui contenait leur utilisation. L'idée qu'une petite bombe nucléaire pourrait être utilisée sans déclencher une escalade totale est une illusion dangereuse. Toute utilisation briserait le tabou établi depuis 1945 et générerait une pression immédiate pour répondre avec des armes équivalentes. Pendant la guerre froide, la stabilité nucléaire dépendait du concept de destruction mutuelle assurée. Aucune partie ne pouvait attaquer en premier sans garantir sa propre destruction. Le système fonctionna, mais avec des marges extrêmement étroites. La crise des missiles de Cuba en 1962 mena le monde au bord du conflit nucléaire, non pas grâce à une conception robuste, mais parce que des décisions individuelles correctes évitèrent une catastrophe. À d'autres moments, le monde dépendit de l'intuition d'officiers qui décidèrent d'ignorer des alertes fausses générées par des erreurs techniques ou des interprétations erronées de données. Ces incidents n'étaient pas exceptionnels. Pendant des décennies, des fausses alarmes, des défaillances informatiques et des malentendus ont activé des protocoles nucléaires pendant des minutes ou des heures. Le fait qu'aucun de ces incidents n'ait abouti à un désastre ne démontre pas la solidité du système, mais plutôt le nombre de fois où l'humanité a dépendu de la prudence et de la chance. La prolifération nucléaire a aggravé ce risque. Contrairement à l'équilibre bipolaire de la guerre froide, le monde actuel présente plusieurs acteurs avec des doctrines, des intérêts et des cultures stratégiques distinctes. Dans des régions comme l'Asie du Sud, où l'Inde et le Pakistan maintiennent un conflit territorial actif, la possibilité d'une escalade nucléaire n'est pas théorique. Les deux États envisagent l'utilisation précoce d'armes nucléaires en cas de guerre conventionnelle, réduisant encore la marge de contenir l'escalade. À cela s'ajoute le risque non étatique. La possibilité de terrorisme nucléaire, bien que techniquement complexe, n'est pas impossible. Des quantités relativement petites de matériel fissile suffiraient pour construire un dispositif rudimentaire capable de dévaster un centre urbain. Bien que la majeure partie de ces matériaux soit sous contrôle étatique, il existe des précédents de contrebande et de réseaux de prolifération qui démontrent des vulnérabilités persistantes, surtout dans des contextes d'instabilité politique. La question centrale que soulève Hiroshima n'est pas de savoir si son usage était justifiable en 1945, un débat qui reste ouvert et polarisé, mais quel type de monde cet usage a-t-il créé ? La séquence qui a conduit de Pearl Harbor à Hiroshima fut une escalade progressive dans laquelle chaque étape fut considérée comme rationnelle, efficace et politiquement acceptable. Dans ce cadre, la décision finale était cohérente. Le problème ne réside pas dans la rationalité de chaque décision individuelle, mais dans le système qui fait de l'anéantissement massif une option légitime. Depuis lors, la stabilité nucléaire n'a pas été garantie par des normes solides ou des interdictions effectives, mais par l'attente que personne ne sera le premier à franchir le seuil. Contrairement aux armes chimiques et biologiques, dont l'utilisation est largement interdite et stigmatisée, les armes nucléaires restent intégrées dans les doctrines de sécurité nationale comme des outils légitimes dans certaines circonstances. Cette légitimité conditionnelle maintient le risque en vie.
Hiroshima a démontré que, lorsqu'un État conclut que la destruction massive est le moyen le plus efficace pour atteindre un objectif politique, il est prêt à l'utiliser. Il n'existe aucune raison structurelle de supposer que cette disposition disparaîtra à l'avenir. Tant que les armes nucléaires existeront et seront considérées comme des instruments utilisables de pouvoir, la possibilité de répétition ne peut être écartée. L'héritage final de Hiroshima n'est pas la paix, mais l'instauration d'une menace permanente. Pendant 8 décennies, le monde a évité une guerre nucléaire, non parce que le système est sûr, mais parce que la combinaison de prudence, de hasard et de décisions individuelles a contenu la catastrophe. Il n'y a aucune garantie que cette combinaison perdure indéfiniment. La destruction de 1945 n'a pas fermé une ère. Elle a inauguré une condition historique de risque constant sous laquelle la civilisation moderne continue de vivre.